Bien. Alors donc, après avoir fait tous les cours qui concernent le développement d'applications, donc on a vu principalement comment créer des applications basées sur les API REST, avec plusieurs solutions basées sur Spring, Jersey, etc. Donc on va essayer de voir, on va s'intéresser à la partie donc comment sécuriser une application web d'une manière générale. Et particulièrement, on va s'intéresser donc aux applications web qui sont basées sur un API REST. Parce qu'en fait, la partie sécurité des applications dites MVC côté serveur, donc on en a déjà parlé l'année dernière. Et particulièrement, donc on va voir donc comment sécuriser les applications, on va dire les API REST en utilisant JSON Web Token. Donc une technologie, en fait, une solution qui est largement utilisée aujourd'hui dans les applications web. Mais avant ça, donc, je dois d'abord vous rappeler en quelque sorte les concepts de base de l'architecture web. Alors, généralement, quand vous utilisez une application web, c'est que vous avez principalement une application web se compose de deux parties. Il y a la partie ce qu'on appelle back-end et la partie front-end. Bon, la partie back-end, généralement, c'est la partie qui est déployée dans un serveur. Souvent, vous aurez besoin d'utiliser un serveur web, un serveur HTTP. Et il existe différentes technologies que vous pouvez utiliser pour développer la partie back-end de l'application. Alors, on peut citer les plus utilisés, PHP, Java J2E, .NET, Node.js. Alors, en fait, on peut utiliser d'autres langages, bien sûr. Mais on a déjà vu que quand on utilise l'approche basée sur les microservices, c'est que il est bien possible de développer l'application, la partie back-end de l'application, en utilisant un ensemble de microservices. Et chaque microservice lui-même peut être développé avec une technologie qui peut être différente. Ça veut dire qu'on peut utiliser tout un mélange des langages. Si on est dans un grand projet, il y a beaucoup d'équipes. Chaque équipe travaille sur une partie de l'application. Et chaque équipe donc peut utiliser bien sûr une technologie pour développer une partie d'application sous forme de microservices. Alors bien sûr, donc la partie back-end, il est déployé dans le serveur, et après il y a la partie front-end, généralement qui peut être soit une application web ou bien une application mobile, comme ça peut être également une application desktop. Alors généralement quand c'est une application web ou mobile, notamment pour les applications hybrides, donc ça on en a déjà parlé. Pour les applications web, la partie front, généralement on va utiliser les langages classiques HTML, CSS, JavaScript. Et souvent, vous utilisez un framework JavaScript pour, bien sûr, s'occuper de tout ce qui est la partie front-end. L'une des solutions que nous avons vues, c'est Angular. Donc, une solution, on peut bien utiliser d'autres frameworks, JavaScript, Backbone, React.js, jQuery, ça peut être également utilisé, etc. Alors, en tout cas, le plus important, c'est que vous êtes dans une architecture web. Et du coup, donc, vous avez le serveur, c'est un serveur web, et le client, c'est un client, c'est un browser. Et que surtout, la communication se fait via le protocole HTTP. Alors, il est important, avant de parler sécurité, il faut d'abord un petit peu rappeler rapidement les concepts de base du protocole HTTP. On a déjà l'occasion d'en parler de plusieurs fois. Alors, en fait, HTTP, bon, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Bon, c'est un protocole qui a été créé dans la base, c'est pour permettre à un client HTTP de récupérer des documents à partir d'un serveur web. Bon, ces documents peuvent être soit des documents statiques, on va dire, c'est des documents qui contiennent du contenu statique comme des documents HTML, des fichiers PDF, des images, etc., etc. Mais également, ça peut être des traitements à effectuer au niveau du serveur. Ça peut être des scripts, par exemple, du contenu dynamique, qui sont associés à des scripts, par exemple PHP, l'ASP, JSP, des servlets. En tout cas, derrière, il y a, ça veut dire que quand un client envoie une requête vers ce genre de traitement, le serveur va effectuer des traitements donc, pour pouvoir exécuter des traitements. Forcément, donc, avec HTTP également, à un moment donné, on a besoin de saisir des données dans des formulaires et de les soumettre vers le serveur. Alors, le fonctionnement du protocole HTTP, d'une manière générale, c'est un protocole qui fonctionne d'une manière très simple.
en 4 étapes. Alors, la première étape, donc, toujours comme tous les protocoles, connexion d'abord. Ensuite, on envoie une requête HTTP vers le serveur. Par la suite, le serveur HTTP, en fait, généralement, quand on envoie une requête, c'est pour demander une ressource, un document ou voilà, une ressource quelconque. Et le serveur va chercher la ressource. Quand il va la trouver, il va l'envoyer vers le client. Généralement, quand il envoie la ressource, il envoie un tas d'informations. Parmi ces informations, ça vous le savez, il y a le status code, le code status, qui peut être égal, par exemple, quand c'est 200, ça veut dire c'est OK, ça veut dire que le document a été trouvé. Ou 404, par exemple, pour dire que le document il est introuvable, ou encore d'autres codes que je vais vous rappeler tout à l'heure. Mais une fois que le document, ou bien la ressource, le document est chargé complètement côté client, il y a une déconnexion, c'est-à-dire qu'on ferme la connexion. Alors, autrement dit, si on schématise ça, donc vous avez d'un côté, le serveur web et le client HTTP. Alors, généralement, à chaque fois que le client veut communiquer avec le serveur, forcément, avant d'envoyer la requête, il y a d'abord une connexion. Alors, donc, je dois vous rappeler que connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une affaire de socket. Ça veut dire que quand vous dites j'établis une connexion, ça veut dire que le client va créer une socket. Généralement, il a besoin de l'adresse IP, le numéro de port du serveur pour pouvoir établir la connexion. Et je vous rappelle que socket, ça fait partie l'API socket fait partie du protocole TCP. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez socket, ça veut dire que vous utilisez une connexion TCP basée bien sûr sur socket. Alors, si le client, bien sûr, pour chaque requête que vous envoyez, il y a une connexion qui est créée. Et si bien sûr cette connexion est acceptée, généralement le serveur également va créer une socket. Alors, ça c'est la connexion. Généralement, le navigateur web, il fait toujours cette opération-là. Alors ensuite, une fois que la connexion est établie, le client envoie la requête HTTP. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors généralement, quand on envoie une requête HTTP, souvent on a besoin d'utiliser des méthodes du protocole HTTP. Parmi ces méthodes, il y a get, post, put, delete. Donc il y a un tas de méthodes que vous utilisez souvent. Alors quand vous dites par exemple get ressource, ça veut dire je demande une ressource au serveur. Et après, qu'est-ce qu'il va... Généralement, quand on envoie une requête, on envoie également des en-têtes, des informations qui sont très très importantes au niveau de la requête, on va y revenir tout à l'heure. Et également, on envoie des données dans la requête parfois. Donc si c'est le cas d'une requête avec post, par exemple, ou bien put, souvent on envoie le corps de la requête. Alors souvent, quand il s'agit d'une requête avec get, souvent on n'envoie pas des données dans le corps de la requête. Le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la ressource, ça peut être un document, ça peut être un traitement à exécuter, etc. Et il envoie la réponse. Alors dans la réponse, il y a souvent le code d'erreur, par exemple 200, ça veut dire c'est OK. Il y a également les en-têtes de la réponse HTTP et il y a le corps de la réponse. Et une fois que le contenu de la réponse HTTP est chargé complètement par le client, l'étape, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il y a une déconnexion. Alors, déconnexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sockets qui ont été créés au moment de la connexion sont fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, si je veux, par exemple, côté client, envoyer une autre requête, par exemple, je reçois une page HTML, si je veux envoyer une autre requête, quand je clique sur un lien, on reprend. On établit la connexion. Toujours. La même chose. À chaque fois, on établit la connexion, j'envoie la requête, je reçois la réponse, je suis déconnecté. Ensuite, connexion, j'envoie la requête, je reçois la réponse, je suis déconnecté. Bon, le protocole HTTP a fonctionné comme ça, le web a souvent fonctionné comme ça. Bien sûr, bon, pourquoi tout simplement le protocole HTTP a choisi ça? Parce qu'il y a des avantages, bien sûr. C'est que quand le client reçoit un document, par exemple, une page HTML, le navigateur, il prend souvent le temps de lire le contenu de la page et le temps de décider d'envoyer une nouvelle requête. Ça ne sert à rien de garder la connexion ouverte. Ça veut dire que, en quelque sorte, on va libérer en quelque sorte le serveur parce qu'il n'a pas besoin de garder des centaines ou bien des milliers ou bien parfois des millions de sockets actifs alors qu'ils ne vont pas être utilisés.
et en même temps, donc, pour économiser, bien sûr, la bande passante. Donc ça, c'est important dans ce sens-là, c'est-à-dire que entre une requête et une autre, vous êtes déconnecté. Donc après, bien sûr, le protocole HTTP fonctionne comme ça, et il faudra donc chercher un moyen qui permet donc d'identifier les conversations d'un client. C'est-à-dire, le serveur a besoin par la suite d'un moyen qui lui permet de dire bah, cette requête là, ça vient de tel client. Alors sinon, parce qu'il s'agit à chaque fois d'une nouvelle connexion, donc sinon, pour lui, c'est toujours chaque requête, c'est un nouveau client. Mais dans les applications qui nécessitent parfois une authentification, souvent le serveur a besoin d'utiliser bien sûr le mécanisme que vous connaissez, savoir les sessions et les cookies, pour pouvoir identifier comme quoi un tel client, cette telle requête vient de tel client qui est authentifié avec un username précis, avec des droits d'accès, etc., etc. Donc pour sécuriser les applications, forcément, on a besoin donc de parler de tout ça. C'est bon? Alors, pour envoyer une requête HTTP, généralement, il existe des méthodes depuis la version 1.0 du protocole HTTP. Bon, ça, c'est ce que je n'ai pas en fait dit tout à l'heure, c'est que souvent dans la version 1.0 du protocole HTTP, la version 1.0 il n'est plus utilisée. C'est que à chaque fois quand j'envoie une requête HTTP vers le serveur, par exemple pour demander un document HTML, je préfère vous montrer cette diapositive-là que j'ai masquée. J'ai un serveur, il y a un document. Alors, quand un client établit la connexion, donc forcément une connexion, ça veut dire qu'il y a une socket qui est créée de part et d'autre. Le client envoie une requête pour demander un document. Le client reçoit le document. Donc ça, c'est par exemple un document HTML qui est chargé du côté du client. Alors, souvent, le document HTML lui-même, il est lié à d'autres fichiers. Il y a des images, il y a des feuilles de style CSS, il y a du code JavaScript. Et du coup, donc, à nouveau, le client, le navigateur web, le browser, a besoin d'envoyer des requêtes HTTP pour récupérer l'ensemble des fichiers qui sont liés à ce document. Alors, dans la version 1.0, généralement, c'est un peu lourd. C'est que on ferme la connexion et après, pour chaque élément de la page, on va encore se connecter pour récupérer les différentes ressources. Ça veut dire que pour chaque ressource, pour chaque élément de la page, généralement, c'est une connexion qui est établie pour la récupérer. Alors, c'est la raison pour laquelle dans la version 1.1 du protocole HTTP, qui est forcément celle qui est utilisée depuis d'ailleurs longtemps, dans la version 1.1, il y a moyen de garder une même connexion, de garder ouverte la connexion pour récupérer plusieurs ressources. C'est-à-dire, avec la même connexion, je peux envoyer plusieurs requêtes. Souvent, c'est le cas qui va se passer ici, c'est que quand je reçois un document HTML, si je vois que le document a besoin, par exemple, d'une image ou bien d'un fichier CSS, ben, tout simplement, avec la même connexion, j'envoie encore la requête pour récupérer l'image, je reçois l'image, j'envoie la requête, je récupère donc avec tous les documents qui sont requis par cette page. Une fois que la totalité de la page est chargée, c'est à ce moment-là, généralement, qu'on ferme la connexion. Donc ça, c'est dans le protocole HTTP 1.1. Donc on va revenir tout à l'heure sur ce petit détail. Alors pour envoyer une requête HTTP, généralement, vous avez besoin d'utiliser des méthodes. Alors depuis la version du protocole HTTP 1.0, il y avait les méthodes GET, POST, PUT, DELETE, HEAD. Généralement, dans la version 1.1, il y a d'autres méthodes qui ont été rajoutées. Mais on peut dire que quand vous utilisez, vous développez vos applications, dans la majorité des cas, donc, vous utilisez d'abord la méthode GET. Alors, dans la base, il a été créé dans HTTP, c'est pour permettre au navigateur de récupérer un document à partir d'un serveur. Alors, quand vous utilisez une API REST, généralement, vous utilisez GET, c'est quand vous voulez consulter. Vous voulez consulter un document ou bien une ressource d'une manière générale. Donc, consulter les ressources, c'est GET. Alors, si vous voulez poster, vous voulez ajouter une nouvelle ressource, généralement, on utilise la méthode
POST. Avec POST, on va généralement saisir quelque part dans un formulaire des données et après on va envoyer l'ensemble des données vers le serveur. Et souvent, dans l'API REST, POST, on l'utilise, c'est pour ajouter. C'est pour ajouter, enregistrer un nouveau document ou bien un enregistrement, une nouvelle information. Alors, PUT, dans la base, il a été créé, c'est pour permettre au client d'envoyer un fichier, on va dire, du client vers le serveur. Alors, dans l'API REST, on va exploiter la méthode PUT, c'est pour envoyer des requêtes pour faire les mises à jour. Donc, à chaque fois que je veux mettre à jour un enregistrement ou bien une information, généralement, on envoie une requête avec PUT. La méthode delete également, elle est utilisée pour invoquer des opérations de l'API REST, c'est pour demander de supprimer des ressources, des documents, en fait supprimer des enregistrements, des informations au niveau surtout exposées par l'API REST, souvent liées à la base de données. Alors que dans la base delete, dans HTTP, il est utilisé, c'est pour permettre au client de demander au serveur de supprimer souvent un document, un fichier d'une manière générale. Alors, il y a également d'autres méthodes. Parmi ces méthodes, il y a la méthode head. Ça existait d'ailleurs dans le protocole HTTP 1.0 depuis. C'est que head, il est utilisé, c'est pour consulter les métadonnées. Les métadonnées, c'est pas les métadonnées, c'est les métadonnées. Alors, les métadonnées. C'est-à-dire, la méthode head, il est faite pour consulter les informations sur une ressource. Par exemple, je ne veux pas le contenu de la ressource, mais je veux que des informations sur une ressource, sur un document, comme le type, la capacité, la date de dernière modification, etc. etc. Donc, parfois, la méthode head, elle peut être utile pour les navigateurs, pour, par exemple, envoyer une requête vers le serveur, récupérer les informations sur la ressource, avant de décider est-ce qu'on va recharger la ressource elle-même ou tout simplement on va récupérer la même ressource qui existe dans le cache. Souvent, quand on charge une page à partir d'un serveur, le navigateur il place le fichier par exemple dans le cache, les documents dans le cache. Et du coup, donc si vous revenez à la même machine, vous envoyez une requête encore pour demander la même ressource, alors ça ne sert à rien que le navigateur recharge la totalité des documents de cette page. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà chargés au niveau du cache. Mais un problème, c'est que comment savoir est-ce que la ressource qui se trouve dans le serveur n'a pas suivi des mises à jour? Alors c'est la raison pour laquelle dans la version 1.0 de HTTP, souvent on envoie une requête avec head pour récupérer les informations sur le document, sur la page qu'on veut. Parmi les informations, on reçoit la date de dernière modification et les comparer, le navigateur, le browser, parce que ça, on ne le fait pas au niveau programme, c'est le navigateur qui le fait. Il compare la date de dernière modification avec la date des documents, la date de dernière modification des documents qui se trouvent dans le cache. Si c'est la même, ben, il affiche la page qui se trouve dans le cache. Donc, je n'ai plus besoin de recharger la page. C'est clair? Mais dans la version 1.1, il y a moyen de faire la même chose sans passer par la méthode head. Donc c'est ce que je vais vous rappeler tout à l'heure. Alors, il y a d'autres méthodes. Parmi les méthodes, souvent que vous ne voyez pas parce que vous ne les utilisez pas explicitement dans vos applications, il y a la méthode options. En fait, la méthode option, c'est une méthode qui est utilisée généralement par le client HTTP. C'est pour interroger le serveur, pour lui fournir les options de communication à utiliser. Soit pour une ressource bien ciblée, c'est-à-dire une ressource bien déterminée, ou bien un ensemble de ressources. Alors, autrement dit, parfois, avant d'envoyer une requête avec get, ou bien post, ou bien put, ou delete, on envoie d'abord une requête avec option. C'est pour demander au serveur de lui fournir un ensemble d'options de communication, les informations que le client doit respecter pour accéder aux ressources qui se trouvent au niveau du serveur. Alors, par exemple, on peut récupérer les méthodes autorisées. Parfois, vous récupérez, le serveur vous dit les seules méthodes autorisées, c'est par exemple pour post et put. C'est-à-dire un serveur web, une application web peut toujours, par exemple, interdire un certain nombre de méthodes et autoriser uniquement quelques méthodes. Par exemple, les entêtes autorisées.
Parce que dans une requête HTTP, le navigateur, il peut envoyer des entêtes HTTP et pas n'importe quelle entête. Parfois, le serveur peut refuser des entêtes précises. Ben, il dit que donc, avant que le navigateur envoie la requête HTTP, il doit d'abord savoir si la requête qui va être envoyée par l'application ne contient pas des entêtes qui sont refusées, qui ne sont pas acceptées par le serveur. Ben, il dit que donc avec option, on a ces informations. On a également d'autres informations qui sont très utiles, c'est les origines autorisées. Alors vous avez souvent rencontré ce problème quand on a travaillé avec Angular. Quand vous créez une application web, la partie front de l'application qui se trouve dans un domaine, et si vous voulez envoyer une requête vers une autre application d'un autre domaine, alors vous avez un problème cross-origin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, en fait, le navigateur refuse, c'est-à-dire n'accepte pas d'envoyer une requête HTTP à partir d'une page que vous avez récupérée à partir d'un domaine X vers un domaine Y. Il dit que donc, si vous voulez, supposons vous avez la partie front-end, là je reviens un petit peu à ça, supposons que la partie front-end de votre application, par exemple, vous l'avez récupérée à partir d'un domaine. C'est-à-dire vous avez séparé la partie back-end et la partie front-end, qui ne se trouvent pas dans le même domaine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous récupérez la partie front-end dans un domaine et après vous voulez envoyer une requête HTTP vers un autre domaine. Alors principalement le serveur il refuse ça. Plutôt le browser refuse cette opération. Avant d'envoyer la requête, le navigateur web a besoin d'abord de savoir si le serveur lui autorise ça. Alors c'est pour cela qu'est-ce qu'il fait généralement avant d'envoyer une requête post ou bien put ou bien delete ou quoi d'autre, on envoie d'abord une requête avec option. Et avec option, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des informations. Alors parmi ces informations, comme je disais, il y a ça. Il y a le cross-origin, c'est-à-dire les origines autorisées. Quels sont les domaines que vous autorisez? C'est-à-dire c'est le serveur qui décide. Moi, j'autorise tous les domaines, par exemple. Nous, d'habitude, on utilise étoile. Étoile, ça veut dire que j'accepte une API REST, généralement, quand vous dites cross-domaine étoile, ça veut dire j'accepte toutes les requêtes venant de n'importe quel domaine. Voilà. C'est important, donc, d'ailleurs, si vous regardez quand vous utilisez Angular, par exemple, quand vous envoyez des requêtes avec post, généralement, avant que la requête post soit envoyée, il envoie d'abord option. Alors, donc cette méthode-là, il y a également d'autres informations qu'on peut récupérer, donc on y reviendra. Alors, comme je disais, donc, cette requête, la méthode option, elle est souvent utilisée comme requête de pré-vérification du cross-domaine, ce qu'on appelle CORS. CORS, ça veut dire Cross Origin Resource Sharing, c'est-à-dire le partage de ressources entre différents domaines. Alors souvent, pour des raisons de sécurité, les navigateurs refusent, c'est-à-dire d'envoyer une requête d'un domaine vers un autre, à moins que si le domaine cible autorise cette opération. C'est bon? Alors, là, c'est un petit en fait, quelques rappels sur les différentes méthodes que vous utilisez. Après, une requête HTTP, on va rappeler également qu'une requête HTTP se compose généralement de deux parties. Il y a la partie en-tête, il y a la partie corps de la requête. Alors, quand vous envoyez une requête avec POST, par exemple, ici, c'est une requête HTTP avec POST vers en fait, login, ça peut être soit le nom d'un script, ça peut être le nom d'une route, ça peut être le nom d'un allié vers une ressource, etc. En tout cas, donc, j'envoie une requête vers la ressource login. Généralement, on spécifie dans la requête toujours la version du protocole utilisé. Et après, on a un ensemble d'entêtes qui sont toujours envoyées avec la requête. Parmi souvent les entêtes, il y a host. Généralement, dans la requête, on envoie toujours le nom, on va dire, de domaine utilisé qui a été utilisé pour envoyer cette requête.
Alors, c'est très utile. Pourquoi? Parce que parfois, dans un serveur web, vous pouvez avoir plusieurs, dans un même serveur web, avec le même numéro de port, on peut héberger plusieurs sites web. Hein? Alors, vous avez dans un même serveur plusieurs sites. Un site, un domaine par exemple x.com et un autre site pour un nom de domaine y.com avec différents. Et du coup, donc, et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle on va dire les sites virtuels. Pourquoi? Parce que avec la même adresse IP, avec le même port, je peux démarrer plusieurs sites. Et le serveur web, généralement, quand il reçoit une requête HTTP, souvent, pour demander une ressource, il a besoin de savoir cette ressource que vous demandez, c'est dans quel site. Et du coup, donc, si vous voulez, l'entête host, il est très utile pour le serveur, pour désigner bien sûr le domaine ou bien le host correspondant au site, à l'application utilisée. Alors, d'autres entêtes, il y en a plusieurs. Donc, accept, donc c'est une entête généralement qui permet au navigateur de spécifier comme quoi le client attend que le serveur lui envoie les résultats en format, par exemple, ici, JSON. Alors, on peut mettre application XML ou bien text/HTML. Alors, accept, ça veut dire que j'attends, hein, j'accepte ce format-là. Ça veut dire que je te demande de m'envoyer le résultat, mais avec ce format. D'ailleurs, dans les API REST, dans REST, c'est que le client HTTP, il a le droit de demander au web service REST de lui envoyer la ressource, on va dire la représentation de la ressource, en utilisant un format. Il y a par exemple un client qui souhaite XML, il y a un autre qui souhaite JSON, etc. Donc ça, on a déjà parlé de ça. Alors, il y a également, après, par la suite, il y a dans la requête HTTP, on envoie également du contenu, c'est-à-dire le corps de la requête. Et le corps de la requête, par exemple, il peut contenir des données de type, par exemple, username égale admin, and password égale admin, and, etc. Alors, généralement, quand on envoie les données dans la requête avec ce format-là, clé égale valeur, and clé égale valeur, donc c'est un format qui est connu par le type application x3w form URL encoded. Alors, quand vous voyez donc, il faut indiquer au serveur comme quoi les données que je t'envoie, ils sont formatés avec quel type d'encodage, quel format utiliser. Alors, c'est pour cela, généralement, on utilise content type. Alors, content type, ça veut dire que je t'informe que le contenu que j'envoie ici, il utilise ce format-là. Alors, ici, donc, c'est le format 3W form URL encoded. Donc, je vous rappelle, ce format-là, ça veut dire que les données sont écrites en format champ égale valeur, and champ égale valeur, etc. C'est clair? Mais également, on sait très bien que dans les applications web, parfois le navigateur, le serveur a le droit de demander au navigateur d'enregistrer des informations dans sa machine sous forme de cookies. Bon, les cookies, c'est des informations, c'est des fichiers qui sont stockés dans la machine du client. Alors généralement, quand un client envoie une requête HTTP vers un domaine quelconque, généralement, vers un domaine quelconque, vers un host, tapez le nom de domaine, par défaut, le navigateur, le browser, envoie tous les cookies qui sont associés à ce domaine. Ben, du coup, donc, vous trouverez les cookies sont envoyés dans l'entête cookie, deux points, et après le nom du cookie. Par exemple, on va voir que parmi les cookies qui sont enregistrés généralement, c'est le session ID, l'idée de la session, deux points valeur, point virgule, on peut avoir plusieurs cookies qui sont envoyés généralement vers le serveur. Alors, bien sûr, ces cookies-là sont importants, donc on y reviendra par la suite parce que c'est une source il y a des failles de sécurité à ce niveau-là dont on va parler. Voilà un autre exemple de requête HTTP avec POST toujours, dans laquelle c'est toujours, cette fois-ci, on envoie une requête vers login, sauf que le contenu que j'envoie là, les données que j'envoie, je les envoie en format JSON. Alors dans ce cas-là, la différence ici, c'est que j'ai, tout à l'heure c'était content type x3w form encoded, maintenant c'est application JSON. C'est-à-dire ça peut être également XML. Donc en fonction des applications, chaque type d'application va utiliser une préférence d'un format particulier. Alors généralement,
Quand on utilise les applications basées sur des API REST, on utilise le format JSON. C'est-à-dire dans la requête, on envoie des données au format JSON et dans la réponse, c'est des données JSON qui vont être reçues. Donc, je vous rappelle que les données JSON sont écrites sous forme d'objet comme ça. Par exemple, ici, c'est un objet avec 3 attributs. Username, la valeur c'est admin, virgule, password, la valeur c'est 1, 2, 3, 4, et après action, c'est l'action par exemple. Login. Alors une réponse, alors ça c'est avec une requête avec post. Alors quand on envoie une requête avec post, les données utilisateurs sont envoyées dans le corps de la requête. Où se trouve le corps de la requête? Après une ligne vide. Il y a une ligne vide qui sépare les entêtes et le corps. Donc, si je vous donne une requête HTTP, si vous voulez rapidement retrouver le contenu des données saisies par l'utilisateur, ben, tout simplement, vous allez tout simplement vers cette ligne vide. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entêtes, souvent, avec cette ligne, ce saut de ligne, généralement, vous retrouvez le corps de la requête. Alors que quand les données sont envoyées avec GET, quand la requête HTTP est envoyée avec GET, en fait, le corps de la requête, généralement, il est vide. Il ne contient rien. Alors, si vous voulez envoyer des données dans la requête, on les envoie après un point d'interrogation de la première ligne de la requête HTTP. Par exemple, si vous voulez faire une authentification basée sur une requête avec POST, si le formulaire d'authentification utilise POST, les données saisies sont envoyées ici. Et si par exemple on utilise GET, ben, les données saisies par l'utilisateur sont envoyées juste comme ça, point d'interrogation, username égale, and password égale, etc. etc. Donc ça, c'est des paramètres URL. Alors, par conséquent, généralement, l'URL en fait, du navigateur affiche toutes les données qui sont envoyées après le point d'interrogation, c'est-à-dire qui sont envoyées avec GET. Forcément, la méthode GET, il ne faut jamais l'utiliser, parce que là, ça, on va voir par la suite, donc au niveau de la sécurité, il ne faut jamais utiliser GET pour souvent, quand on veut faire une opération d'ajout, ou bien de suppression, ou bien d'édition, c'est assez dangereux, mais également pour même l'authentification, quoique c'est une opération qui consiste pas à l'ajout, par exemple, ou bien à la modification. Donc, on n'utilise pas GET, on utilise POST. Alors, une réponse HTTP, en fait, une réponse HTTP, sa forme est la suivante. Donc, la version, le serveur répond comme ça. Donc, la version du protocole HTTP, ça c'est le code status code. Alors, c'est de son, ça veut dire c'est OK. Ça, c'est le message associé, si vous voulez, au code status. Et après, la même chose, le serveur envoie des entêtes, un ensemble d'entêtes qui sont très importantes pour la communication. Par exemple, la date du serveur, le type du serveur qui a envoyé la réponse, la date de dernière modification. Content type, il vous dit également que le contenu qui est envoyé dans le corps de la requête, il est en format JSON. Content length, c'est la capacité, le nombre d'octets, si vous voulez, du contenu qui est envoyé. La même chose si, par exemple, le serveur va demander, pour demander au client d'enregistrer une information dans les cookies, ben, tout simplement dans les entêtes, le serveur envoie une entête qui s'appelle set cookie. Ça veut dire que le serveur demande au client, s'il te plaît, une fois que tu reçois cette réponse, enregistre dans les cookies, dans tes cookies, un cookie qui s'appelle JSessionID, et dont la valeur, c'est cette valeur-là. Et à chaque fois que tu vas m'envoyer une requête à partir de cette machine, tu m'envoies ce cookie. Ça veut dire que toutes les requêtes qui sont envoyées vers le serveur, c'est-à-dire par ce navigateur, bon, il lui envoie toujours ces cookies. Bien sûr, donc je reviens juste un petit peu en arrière. Pour envoyer les cookies, généralement, la même chose, il envoie toujours cookies JSessionID. Alors même si vous arrêtez votre machine, vous la redémarrez, le cookie n'est pas supprimé, il reste parce que c'est des fichiers. Et donc quand vous envoyez la requête, bah, tout simplement, vous envoyez également ce cookie. Après, par la suite, les cookies, ça on le sait, ils ont une durée de vie, c'est-à-dire une fois que le timeout est dépassé, ils sont supprimés automatiquement, mais également, donc, on peut les supprimer au moment où, par exemple, on se déconnecte ou on ferme le navigateur, donc ça c'est en fonction des applications.
Alors la même chose, dans la réponse HTTP, il y a une ligne vide, un saut de ligne, et après il y a le corps. Et ici, on va trouver les données qu'on reçoit au niveau de la réponse HTTP. Ces données peuvent être soit HTML dans les applications classiques, ça peut être XML, ça peut être des données JSON, etc. Donc comme ici par exemple, je vois ici quoi? C'est un tableau, parce que ça en format JSON, crochet ça veut dire c'est un tableau, qui contient 3 documents, 3 objets JSON. Chaque objet est défini par ID et... Alors ici il y a une petite erreur parce que ça c'est pas normal. Normalement ici c'est task name. U. À la place de U c'est task name. C'est-à-dire je reçois soi-disant 3 tâches. 3 tâches T1, T2 et T3. C'est bon? Bien. Alors juste avant de passer à l'essentiel, c'est-à-dire que la sécurité, est notamment basée sur les sessions et JSON Web Token. Donc d'abord au niveau des codes, il y a quelques codes que vous devrez connaître parce que là, vous avez 200, ça veut dire, on sait déjà ce que c'est, ça veut dire c'est OK. Ça veut dire que la ressource demandée a été trouvée. Alors, sinon, généralement, les codes sont dans HTTP, il y a les codes qui commencent par 100, enfin, il y en a 100, 101 par exemple, ils sont utilisés à titre informationnel. Par exemple, quand vous avez 100, quand le client reçoit 100, ça veut dire continue. Il est utilisé généralement dans le cas où la requête possède un corps. Ça veut dire quoi? Alors souvent que quand vous avez une requête qui contient un corps, qui contient beaucoup de données, une grande quantité de données, généralement le client HTTP il envoie le contenu partie par partie. Alors souvent quand j'envoie la première partie, je reçois une réponse avec 101, ça veut dire continue, envoie-moi la suite. Hein? C'est une manière un petit peu de recevoir le corps d'une requête HTTP, on va dire partie par partie. Alors 101, il est utilisé pour switch protocol. Alors souvent le serveur, quand il envoie 101 au client pour lui dire tu vas essayer de changer de protocole. Et là, il est très, très utile. Par exemple, je peux envoyer une requête avec HTTP 1.0 et après le serveur, il me dit de m'envoyer la prochaine requête, tu me l'envoies avec la version 1.1. Ou parfois, quand vous utilisez les WebSockets, c'est très utile. Quand vous utilisez WebSocket, la première requête que vous envoyez, c'est une requête HTTP. Et automatiquement, le serveur vous envoie une réponse qui contient le code 101. Pourquoi? Parce qu'il demande au client de switcher vers le protocole WebSocket. C'est-à-dire on bascule carrément vers WebSocket pour utiliser donc des connexions permanentes. Par exemple, quand vous avez des applications temps réel, c'est très utile en fait, ça forcément il est utilisé. Alors quand vous avez des codes qui commencent par 200, c'est-à-dire 200, 201, 202 jusqu'à 206, ça veut dire c'est success. 200, ça veut dire OK, le document a été trouvé. 201, il est utilisé quand on envoie une requête avec put, parce qu'avec put, normalement, c'est fait pour envoyer un fichier vers le serveur, et le serveur souvent répond avec 201, ça veut dire que le document a été créé, soi-disant, created. 202, ça veut dire accepted, ça veut dire que la requête elle est acceptée, mais le traitement n'est pas encore terminé. 204, ça veut dire no response, souvent il vous envoie une réponse de 104, ça veut dire que le contenu de la réponse il est vide. Hein? Il vous envoie souvent que des entêtes, le contenu il est vide, mais c'est toujours c'est OK. Alors souvent ça arrive quand vous faites appel à une méthode de l'API REST de type void, parce que vous savez une méthode de type void ne retourne rien. Donc du coup vous faites un traitement, mais il ne retourne rien. Mais quand on ne retourne rien, vous avez quelque chose comme 204, ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu. 206, c'est partial content, une partie du document suit. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci pour le serveur. Quand vous avez 206, ça veut dire que le serveur vous envoie la réponse, mais il vous envoie partie par partie. Donc à chaque fois qu'il vous envoie une partie, comme quoi il va vous envoyer la suite, ben, il vous dit 206. Ça veut dire que automatiquement le client il attend la suite. Bon, ça c'est prévu pour ça. Alors, après il y a les redirections. Alors bien sûr, parfois vous envoyez une requête vers une ressource et le serveur vous redirige vers une autre ressource. Alors
Pour faire les redirections, vous avez des codes de 3xx, c'est-à-dire 301. C'est pour vous indiquer comme quoi la ressource a été déplacée. Automatiquement, quand on envoie une réponse HTTP de redirection avec 301, on envoie une en-tête qui s'appelle location, dans laquelle on met l'adresse de la nouvelle ressource. Ça veut dire que vous avez envoyé une requête vers une adresse X et je vous envoie une autre adresse et après vous allez envoyer la requête vers cette nouvelle adresse. Alors souvent ça c'est une redirection. 302 ça veut dire found, le document a changé d'adresse temporairement. Donc ça c'est presque la même chose, 301, 302. Mais par contre 304 ça veut dire not modified. Ça veut dire que vous avez demandé une ressource, je vous envoie une réponse dans laquelle il y a 304 et je vous dis le document n'a pas été modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière de dire au navigateur utilise le document que tu as dans le cache. Parce que le navigateur, le client HTTP dispose déjà d'une version de ce document dans le cache. Et généralement, quand il envoie une requête vers le même document, on va le voir tout à l'heure, il y a une en-tête qui s'appelle if modified, c'est-à-dire if modified since, c'est-à-dire si ce document a été modifié à partir d'une telle date. Parce que je sais que j'ai un document qui se trouve dans mon cache daté d'une date D, n'est-ce pas? Et du coup, donc, quand le serveur généralement trouve que le document n'a pas subi de modification, il vous envoie une réponse avec 304. Donc, c'est-à-dire que quand vous utilisez les outils de développement, et si vous voyez la réponse, dans la réponse HTTP, vous voyez par exemple, il y a le code de 304, que signifie? Ça signifie tout simplement que le document qui est chargé, il est dans le cache. Ça veut dire que votre navigateur utilise le cache. C'est très utile, parce que parfois, vous faites des modifications dans votre serveur au moment de développement, surtout si vous n'activez pas le DevTools, hein, par exemple. Ben, il dit que donc vous faites des modifications et vous actualisez, ça ne change pas côté client. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un cache. Ben, il y a un cache qui est utilisé. Il dit que donc pour vous, quand vous voyez 204, 304, ça veut dire, hein, vous savez, c'est juste un problème de cache, donc il faut voir ce qu'il faut faire. Alors quand vous avez des codes qui commencent par 400, 401, 400, etc., 400 ça veut dire bad request. Ça signifie quoi? Ça, souvent, ça vous arrive souvent. Bad request, ça veut dire que le serveur attend, votre API REST par exemple, il attend de recevoir des données relatives à un produit. Et un produit est défini par son nom et son prix, n'est-ce pas? Et vous avez envoyé dans votre requête, vous avez envoyé le prix, vous avez envoyé d'autres informations et vous avez envoyé des informations qui ne correspondent pas à celles attendues par le serveur. Et généralement, quand il reçoit des données, il voit que les données que vous avez envoyées ne correspondent pas à celles qui sont attendues au niveau de la partie serveur, il vous envoie une réponse bad request. 401, ça veut dire unauthorized, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé. Alors, vous n'êtes pas autorisé, ça veut dire que vous êtes, même si vous êtes authentifié, par exemple, parfois, avec votre username, votre mot de passe, et vous tentez d'accéder à une ressource dont vous n'avez pas le droit. Alors, dans ce cas-là, souvent, il vous dit, vous n'êtes pas autorisé. Alors, 403, ça veut dire forbidden, ça veut dire c'est interdit pour tout le monde. C'est-à-dire que l'accès à cette ressource, il est interdit tout court. 404, ça veut dire not found. 405, ça veut dire méthode not allowed. Vous avez envoyé une requête avec, par exemple, get ou bien avec put, ben, il vous dit que cette méthode n'est pas autorisée. Parce que parfois, on peut interdire par plein de raisons, parfois pour des raisons de sécurité, on peut dire configurer notre application de façon à ce que notre conteneur web n'accepte que des requêtes avec post ou bien avec put ou je ne sais pas quoi. Alors, après, il y a des erreurs qui commencent par 500. Alors, quand vous voyez 500, ça veut dire que c'est une erreur interne. Ça veut dire quoi, erreur interne? Ça veut dire que vous avez envoyé la requête est bien reçue par le serveur a bien fait appel à le traitement nécessaire, le traitement s'exécute, et quand il s'exécute, il génère une exception. Par exemple, vous avez null pointer exception dans votre application, hein? Ou bien vous avez un problème d'injection des dépendances, une dépendance qui n'est pas satisfaite. Alors, dans ce cas-là, forcément, une réponse est envoyée vers le client pour lui dire tout simplement qu'il y a une erreur interne
C'est pas de côté, c'est au niveau du serveur. Et souvent, quand vous regardez le message de l'exception, dans le corps, vous allez trouver les petits détails. Et vous allez trouver des trucs comme nil pointer exception ou tout simplement, si vous avez bien géré les exceptions côté application, au niveau de ça, on reçoit vraiment un message significatif si vous voulez. Alors 501, ça veut dire not implemented, c'est-à-dire que la méthode que vous avez envoyée dans la requête n'est pas encore implémentée. Alors il se trouve que par exemple, quand vous créez une servlette, juste l'exemple, quand vous créez une servlette, vous redéfinissez les méthodes de get, de post, de put, de delete, etc. Vous avez redéfini que de get. Vous n'avez pas redéfini la méthode de post. Alors ça veut dire que la méthode de post n'est pas encore implémentée. Il dit que donc, quand vous envoyez une requête avec post, vous recevez automatiquement ce code-là, c'est-à-dire cette méthode n'est pas encore implémentée. Alors 502, ça veut dire bad gateway, ça veut dire que parfois, dans la majorité des cas souvent, vous avez un navigateur web, quand il envoie les requêtes, il passe via un proxy. Quand vous configurez une connexion Internet via un proxy, ça veut dire que toutes les requêtes que vous envoyez, ils vont d'abord vers le proxy dans l'entreprise, et après c'est le proxy qui envoie la requête. Et souvent le proxy, il modifie la requête HTTP. C'est normal, il va la modifier. Pourquoi? Parce que quand il reçoit une requête d'un client, il a besoin d'y insérer des informations en plus. Comme ça, quand il reçoit la réponse, il sait que cette réponse est destinée pour tel client, pour lui délivrer la réponse. Et bien sûr, vous savez, le proxy il est utilisé pour filtrer les requêtes, pour décider est-ce que tel type de domaine est autorisé ou pas. Est-ce que peut-être le proxy c'est important parce que parfois la réponse elle est déjà dans son cache, il vous fournit directement la réponse dans le du cache, etc., etc. Donc l'utilisation du proxy permet d'améliorer les performances de la connexion Internet au sein d'une entreprise. Ça, souvent on l'ignore, mais quand vous êtes dans une entreprise, vous avez des milliers de personnes qui utilisent la connexion Internet. C'est bête, s'il n'y a pas de proxy, on va dire, même s'il n'apporte pas, pourquoi? Parce que vous avez un proxy, il n'utilise rien que pour le cache. Quand il y a des gens qui envoient une requête, il va vers le serveur, il récupère un document, il le place dans le cache et il vous le donne. S'il y a un autre qui demande la même page, ça ne sert à rien d'aller vers le... Donc il vous donne la page qui se tourne. Donc c'est plus rapide. C'est plus rapide, mais aussi pour la sécurité. Alors par la suite, donc par exemple, si je veux au sein de l'entreprise, ou bien par exemple, souvent au niveau des universités, on interdit par exemple l'accès à YouTube. Pourquoi? Parce que la bande passante, ça consomme beaucoup la bande passante. Et du coup, au niveau du proxy, je peux par exemple configurer comme quoi l'accès à YouTube il est interdit, tout simplement. Donc, du coup, quand vous êtes à l'intérieur de l'entreprise, si vous utilisez la connexion de l'entreprise, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas accéder, etc., etc. Alors maintenant, si le serveur web reçoit une requête HTTP du proxy qui a une forme un petit peu particulièrement qui n'est pas acceptée, il vous envoie la réponse bad gateway. Il vous dit que le proxy que vous utilisez n'a pas su m'interroger. Alors après, donc ça c'est les codes, status code. Vous voyez donc souvent, dans la majorité des cas, vous connaissez 200 et quoi d'autre? Et 404 dans la majorité des cas. Mais bon, quand vous faites le développement web, alors les entêtes. Alors les entêtes, ça on le sait déjà, quand on envoie une requête HTTP, on envoie des entêtes. Tout à l'heure j'ai dit host, accept, content type, etc., etc. Il y a également les réponses HTTP et des entêtes. Alors, quelles sont les entêtes qu'il faut connaître? Bref. Alors, les entêtes qu'il faut connaître sont les suivantes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les entêtes HTTP génériques. Les entêtes HTTP génériques, ça veut dire que c'est des entêtes qu'on va retrouver aussi bien dans les requêtes HTTP que dans les réponses HTTP. Comme quoi? Comme content length, ça j'ai déjà expliqué, c'est la taille de la longueur en octet du contenu, soit de la requête ou bien de la réponse. Content type, c'est le type de contenu, HTML ou la JSON ou la XML, etc. Et là, il y a, comme je disais tout à l'heure, la version 1.1, il y a un attribut connection. Alors, connection ici, la valeur peut être soit keep alive ou bien close
ou bien upgrade. Après, on va voir ça, notamment si vous utilisez WebSocket. Le client envoie une requête HTTP avec connection keep alive, ça veut dire qu'il demande au serveur, s'il te plaît, ne ferme pas cette connexion. Je t'envoie la requête, garde cette connexion en vie. Pourquoi? Parce que je sais, je n'ai pas encore terminé. J'envoie une requête pour récupérer le document HTML, mais si le document HTML il est lié à des fichiers JavaScript, donc j'envoie une requête, je récupère le premier document avec la même connexion, mais dans ce cas-là, il faut le navigateur, forcément, il utilise connection keep alive. Alors que dans la version 1.0 du HTTP, il n'y avait pas ça. Et du coup, donc, la connexion par défaut, elle est fermée, mais après, bon, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est passé à la version 1.1. Maintenant, il y a la version 2.0 qui a changé complètement la manière de communiquer, mais il n'est pas encore utilisé par tous les navigateurs, donc c'est quelque chose qui viendra dans les années futures. Donc keep alive, alors que si close, ça veut dire que ça veut dire que tout simplement on indique comme quoi ça y est, tu fermes la connexion. C'est bon? Alors c'est comme si vous téléphonez à quelqu'un, vous l'appelez par téléphone. Quand vous l'appelez, quand vous avez la personne allô, ça c'est la connexion. Ensuite, vous lui posez la question, c'est la requête. Après, il vous répond, c'est la réponse. Mais il vous répond, mais parfois, juste il vous répond, il raccroche. Alors maintenant, comment vous allez lui dire, s'il te plaît, c'est pas la peine. Donc, quand vous connectez, vous lui envoyez votre question, vous lui dites connection keep alive, c'est-à-dire, même quand il va me répondre, ne ferme pas, ne raccroche pas. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin de te poser une autre question, keep alive, keep alive. À la fin, mais la dernière question que je te pose, je sais que c'est la dernière, je te dis close. Il n'y a pas close, c'est fermé. Alors que quand vous avez connection, la valeur égale upgrade, je pense quand on fait un switch protocol. C'est-à-dire on va basculer carrément la connexion, on envoie une requête HTTP et après on va basculer vers WebSocket qui est une connexion permanente qui est différente d'une requête HTTP. Alors, dans les entêtes, il y a accept, ça on a déjà expliqué, c'est le type de contenu que j'attends, que j'accepte au niveau client. Accept encoding, c'est le type d'encodage que j'accepte, parce qu'en fait le serveur il peut envoyer le contenu compressé avec des algorithmes de compression. Et du coup, donc je peux lui indiquer quels sont les algorithmes que je sais décoder, que j'accepte. Accept language, c'est le code de la langue utilisé par le navigateur. Cookie, il est utilisé ici pour envoyer des cookies qui sont stockés dans la machine du client pour ce domaine. Host, c'est le nom du hôte virtuel, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Parce que dans un serveur, vous avez toujours plusieurs hosts, plusieurs sites. Chaque site il est lié à ce qu'on appelle un hôte virtuel demandé. L'entête, je le disais tout à l'heure, c'est if modified since, c'est-à-dire que vous savez que dans la version 1.0 du protocole, le seul moyen qui me permet de savoir si le document au niveau du serveur a subi des mises à jour ou pas, c'est d'envoyer une requête avec head. C'est-à-dire j'envoie une requête avec head, je récupère les informations sur le document et après je compare la date de dernière modification. Alors c'est un peu bête, pourquoi? Parce que dans la version 1.1, on peut faire ça facilement. J'envoie une requête pour une ressource et je lui envoie en même temps une entête si cette ressource est modifiée à partir de quelle date? De la date de modification du document qui se trouve dans le cache. Ben, il dit quoi donc? Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire c'est comme si je lui donne-moi le contenu si il est modifié, si cette ressource est modifiée, a subi des modifications depuis la date que je te donne. Alors généralement, si la ressource a subi des mises à jour, il vous envoie une réponse avec quel code? Avec le code 200, n'est-ce pas? Alors que si la ressource n'a pas subi de modification, il vous envoie une réponse avec 304. Ça veut dire que c'est une manière de dire je vous redirige vers votre cache. Alors il y a également une autre similaire if non match.
c'est-à-dire que ne retourne le document que s'il a changé. Alors dans ce cas-là, on ne spécifie même pas la date. Alors il y a également une en-tête qui est très utile, c'est referrer. C'est en fait c'est l'URL de la page à partir de laquelle le document est demandé. La requête a été envoyée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je me connecte à un site, par exemple Google. Je suis dans Google, j'ai la page de Google, j'ai fait une recherche. Donc je suis dans le site de Google. Quand je clique sur un lien hypertexte, j'envoie une requête vers un autre site. Et quand j'envoie la requête vers l'autre site, j'envoie une en-tête qui s'appelle referrer, dans laquelle je mets google.com. C'est-à-dire c'est une manière d'indiquer au serveur que la requête que je viens de t'envoyer, je l'ai envoyée à partir du site tel. Alors c'est très utile, parfois même dans la sécurité, on va voir que c'est très pratique parfois de vérifier. Par exemple, si vous ne voulez recevoir que des requêtes que à partir des requêtes envoyées à partir de votre site, c'est cette en-tête qu'on va utiliser. N'est-ce pas? Alors bien sûr, donc dans le domaine de la publicité, la recommandation, etc., quand vous voyez par exemple dans des sites parfois, ils utilisent cette information pour savoir que la majorité par exemple des clients viennent de quel site. C'est comme s'ils sont recommandés à partir de quel site. Et ça, parfois, c'est des choses qui doivent être payées. C'est-à-dire que les sites payent. C'est comme si vous, par exemple, vous recommandez à des gens d'aller vers un restaurant que vous connaissez. Vous leur dites, vous allez chez tel restaurant, la bouffe est bonne, etc., etc., etc. Et après, quand vous allez chez le restaurant, vous lui dites, les personnes qui sont venues, c'est moi qui les ai envoyées. Bah, forcément, parce que vous aussi, peut-être vous avez avec lui ce méthode, il va vous faire des primes ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? C'est un peu ça dans le protocole HTTP. C'est que quand j'envoie une requête à partir d'un site vers un autre, ben, tout simplement cette information elle peut être utilisée. User Agent, donc ça c'est le nom et la version du logiciel du navigateur utilisé pour envoyer la requête HTTP. Internet Explorer ou bien Netscape ou Chrome, etc. Et après, il y a les en-têtes de la réponse HTTP. Alors, quelles sont les en-têtes? Il y a d'abord upload, ça spécifie. Donc, dans une réponse upload, ça veut dire on spécifie la liste des méthodes qui sont autorisées. Par exemple, vous recevez, en tant que client, quand vous recevez une réponse HTTP et que vous regardez dans l'en-tête upload, vous voyez que post, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez envoyer que des requêtes avec POST. Ou bien si votre serveur, si votre application, vous développez la partie back-end, il faut aller vers l'application et vous autoriser les autres méthodes. Content encoding, donc ça veut dire c'est la méthode de compression utilisée pour envoyer le contenu. Content language, c'est la langue utilisée au niveau du contenu. La date d'envoi de la réponse. Expire, c'est la date d'expiration. Souvent, quand vous envoyez une réponse, une page, un document au client, il peut le placer dans le cache, mais quand il le place dans le cache, vous pouvez lui donner une date d'expiration. C'est-à-dire ce document-là, une fois qu'il dépasse telle date, le navigateur devrait le supprimer. Last modified, donc ça c'est la date de dernière modification. Location, je l'ai déjà parlé. Quand est-ce qu'on utilise location? Quand on fait les redirections. Quand le navigateur vous envoie le status code 301, ça veut dire c'est une redirection. Donc il devrait vous donner la nouvelle adresse de la page ou bien la destination que vous devrez consulter. Donc quand vous avez 301, généralement, vous avez toujours une en-tête qui s'appelle location. Alors, pour les gens qui travaillent beaucoup avec PHP, souvent pour faire des redirections, vous écrivez header, entre parenthèses, location de point. Finalement, ce que vous faites, vous envoyez une réponse HTTP avec header location machin. Header, généralement, vous envoyez une réponse HTTP. C'est quoi? C'est 301. Et après, dans location égale
égale la valeur de la page que vous avez spécifiée. E-tag, donc il est utilisé pour spécifier la version des documents qui est envoyée au client. Pragma, c'est une entête qui peut être utilisée pour, par exemple, spécifier au navigateur de ne pas utiliser le cache. Alors, quand vous avez l'entête Pragma, la valeur no cache, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est comme si vous dites au browser, ce n'est pas la peine d'enregistrer cette page dans le cache. Donc si vous voulez qu'une page de votre site ne soit jamais placée dans un cache, pour une raison ou une autre, parce que vous savez que le contenu change tout le temps, parce que quand vous avez une page dont le contenu change souvent, vous allez rendre beaucoup de services aux navigateurs si vous leur dites que ce n'est même pas la peine de vous casser la tête de placer cette page dans le cache, parce que de toute façon, je sais que ça change tout le temps. Alors souvent, c'est utile dans la majorité des sites, vous les trouverez. Serveur, c'est le nom du serveur qui a envoyé la réponse, et après, set cookie. Je disais tout à l'heure, c'est dans la réponse que je spécifie tout à l'heure, si la réponse HTTP, vous avez set cookie, ça veut dire que je demande au client d'enregistrer dans ces cookies, ce cookie-là, par exemple, telle session ID avec telle valeur. Bien. Ouf. Ça, c'est des rappels. En fait, c'est des rappels. Je trouve quand même c'est bien dommage que parfois les gens font beaucoup de développement, développent mal de choses, même on arrive vers la fin de déployer les applications. Et là, c'est des connaissances qui sont complètement, on va dire, négligées. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Comprendre d'abord le protocole HTTP, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut faire avant de commencer le développement web. Alors forcément, quand vous commencez à faire le développement web, ça, c'est des connaissances importantes à mettre en tête.